l'apprentissage se produit. Donc, on peut être dans une classe de téléenseignement. Donc, soit qu'on est présent avec l'enseignant, il y a une classe à distance, ou soit qu'on se retrouve dans la classe à distance et le professeur est à distance. Donc, on appelle la CTE, donc classe de téléenseignement. On a une possibilité d'une classe virtuelle interactive, donc on parle de CVI, où l'apprenant est tout seul chez soi, où il peut être jumelé avec d'autres étudiants qui sont seuls, comme on le fait en ce moment un peu, où il pourrait être jumelé à une classe, toujours en partie synchrone. Et quand on arrive dans l'apprenant en individuel, deux possibilités. Donc, la formation individualisée en ligne, soit qu'il y a une partie synchrone et asynchrone, des choses à faire en dehors du cours, puis il peut y avoir un tutorat avec un enseignant. Et la partie complètement synchrone qui est de l'auto-formation, donc AF avec le petit cône, où c'est l'étudiant face à son contenu. Donc, d'entrée de jeu, on va aller voir nos participants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, les étudiants, on a David Tremblay, a 10 ans d'expérience en consultation entrepreneuriale et développement économique et 6 ans d'expérience en enseignement du programme ASP, lancement d'une entreprise au CFP Fierbourg de Québec. Détenteur d'un baccalauréat en communication organisationnelle et d'une maîtrise en gestion des organisations, il est étudiant au baccalauréat en enseignement professionnel à l'UQAR, qui est offert en mode asynchrone, totalement à distance. Alors, bienvenue, David. On a Marie-Ève Deschaines, a beaucoup d'expérience en formation à distance. Elle a fait un AEP en service de garde en milieu scolaire à distance et par la suite, un DEC en reconnaissance des acquis à distance. Elle termine un DEP en secrétariat à la commission scolaire du Fleuve et des Lacs et débute actuellement un bac en enseignement professionnel en mode auto-formation. Donc, elle connaît beaucoup le modèle à distance. Bienvenue, Marie-Ève. On a Jean-Philippe, qui est infirmier en santé mentale depuis 11 ans. Il a complété un programme de maîtrise et s'est donné uniquement en visioconférence. Il suit également 2 cours en visioconférence et en capsule vidéo en différé à l'UQAR. Alors, bienvenue, Jean-Philippe. On a Constance qui est avec nous, étudie présentement en technique de tourisme au Cégep de Matane. Tous ses cours sont à distance, ainsi elle aura bientôt 3 ans d'expérience en mode d'enseignement. Au cours du programme, elle a eu des cours plus théoriques et d'autres plus pratiques. Elle a pu découvrir différentes manières d'apprendre et d'utiliser une variété d'outils technologiques. Bienvenue, Constance. On a Stéphanie Blais qui est avec nous. Elle est présentement étudiante depuis septembre 2017 pour une attestation d'études collégiales en bureautique, comptabilité et anglais des affaires qui se donne entièrement à distance avec la plateforme au Cégep de l'Apocatière. Alors, bienvenue Stéphanie. Et on a Alexandra, étudie présentement en technique de gestion et comptabilité. Toute sa formation est en mode auto-formation et elle étudie depuis 3 sessions. À partir de, je ne sais pas quel établissement, là, Alexandra. Alors, bienvenue. Peut-être qu'on pourra un petit peu en parler lors de l'échange. Je crois que c'est le Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Ah, Cégep de Gaspésie-des-Îles. OK. Donc, ce qui nous amène en table d'échange, au niveau des questions, mais peut-être à tour de rôle, vous pourrez soit lever la main visuellement, nos 6 panélistes. Dans le fond, j'aimerais savoir un petit peu ce qui vous a amené à suivre des cours à distance. Il y a toutes sortes de réalités qui nous amènent à suivre des cours à distance. Ça peut être intéressant de voir, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce modèle-là. Puis il y en a que ça a été un choix plus généralisé dans tous les parcours. Et ce serait intéressant de vous entendre par rapport à ça. Soit vous pouvez lever la main physiquement, votre caméra est ouverte. Oui, Alexandra. Oui, en fait, moi, j'avais commencé, ce retour aux études que j'avais décidé de faire. J'étais allée au cégep de ma région. Dans le fond, j'étais au cégep Garneau en présence. Et ma deuxième session, quand j'ai reçu mon horaire avec ma famille et toutes mes contraintes, ça marchait vraiment pas. Donc, j'aimais ce que j'avais commencé à faire. Je voulais changer d'emploi, donc ça me tentait pas d'arrêter tout le tout. Donc, en revenant chez nous, j'ai tapé sur Google formation à distance dans le domaine que je voulais étudier. Puis ça m'est apparu le cégep de Gaspésie et des Îles, au campus des Îles-la-Madeleine, qui l'offre à formation à distance. Donc, je les ai tout de suite contactés. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma formation à distance. Et moi, ça me plaît énormément. Donc, merci Alexandra. Donc, ça correspond à tes contraintes. Donc, ça a été vraiment pour toi une solution d'opter vers ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne? Oui, Jean-Philippe. Oui, je peux poursuivre. En fait, moi, quand j'ai commencé ma maîtrise en santé mentale, la première, en fait, en 2009 ou 2010, ça recule un peu. Le cours n'existait pas autrement. Il était structuré comme ça parce qu'on était très peu d'étudiants là, inscrits. Fait que pour réussir à avoir une cohorte suffisante, la visioconférence était le seul moyen disponible.
Jean-Philippe, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Oui, je peux peut-être OK, essayer de mettre peut-être le micro. t'approcher du microphone, c'est bon. Oui, je peux peut-être essayer de mettre le micro plus fort aussi. Là. OK. C'est ça, c'est ce qui fait le tour. OK, bien merci Jean-Philippe. Donc, ça offre des possibilités intéressantes selon nos contraintes également. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut parler pourquoi on a fait le choix de la formation à distance, Constance? En fait, moi, je viens de la grande région de Montréal et c'est pas l'offre de programmes qui manque, incluant le programme de technique de tourisme. Par contre, pour avoir fait plusieurs programmes auparavant dans la région, j'étais vraiment démotivée par le transport en commun qui peut prendre jusqu'à 3 heures, 4 heures par jour dans une journée finalement. Donc, l'enseignement à distance me permet de couper cette partie-là de ma journée puis de pouvoir me concentrer sur mes études plutôt que de devoir voyager pendant 4 heures. Merci Constance. Donc Constance que je connais bien parce que je suis à Matane, donc on s'est rencontrés quelques fois. Merci Constance. J'avais Marie-Ève qui a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui. OK, ben oui, moi, c'est que j'ai une famille de 3 enfants. Alors, la formation à distance était idéale pour moi. Depuis quelques années que je travaille en éducation à l'enfance. Puis l'entreprise de mon conjoint m'a emmenée à étudier aussi en secrétariat pour parfaire mes connaissances. Puis le goût des études m'amène à poursuivre mon bac en formation à distance. Donc pour toi, ça a été quelque chose d'intéressant puis qui te permet en fait de garder ton quotidien, mais tout en poursuivant tes études. Oui, exactement. Merci Marie-Ève. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui l'a amené vers la formation à distance? David, oui, j'ai vu une main qui se levait. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ce qui m'a amené à la formation à distance, étant donné que je suis à Québec, quand on parle de Québec, on pense tout de suite à l'Université Laval. Tu sais, l'Université Laval, il offre quand même des très bons programmes. Ce qui m'a amené à me tourner vers la formation à distance avec l'Université de Rimouski, c'est que j'ai des collègues enseignants qui m'ont suggéré que Rimouski offrait un bon programme à distance. Il fallait juste être un peu plus discipliné. Fait que avec mes contraintes de travail, puis de famille, puis d'entraînement, de course à pied, je trouvais que l'université de Rimouski convenait plus à mes besoins là, à ce moment-là. Mais il faut juste être très discipliné. OK, merci David. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a amené son choix? Oui, Stéphanie. Bien, moi, étant mère monoparentale, c'est sûr que avoir la formation à distance à partir de chez moi, c'est beaucoup plus facile avec mon bébé, surtout si elle est malade ou quelque chose comme ça. Puis aussi, mon programme se donne à la Pocatière en collaboration avec Rivière-du-Loup. Puis c'est quand même à 1h30 de chez moi, donc c'était beaucoup plus facile d'utiliser la formation à distance. On évite les déplacements, on évite les contraintes de temps, donc vous y trouvez tous un peu votre avantage à travers ça. Moi, j'ai une question dans le fond. Est-ce que pour vous, si ça n'avait pas été ce type de formation qui vous était offerte, ça vous aurait amené en fait à ne pas poursuivre d'études ou à ne pas retourner aux études si vous n'aviez pas eu ce modèle-là? Donc, c'est un modèle qui est arrivé dans votre carte offerte avec vos contraintes, mais si ça n'existait pas, est-ce que vous auriez poursuivi des études quand même? Et quel aurait été peut-être l'impact pour vous, Alexandra? Mais en fait, moi, oui, un peu comme je mentionnais tantôt, j'avais commencé une formation en présence en classe directement dans un cégep de la région de Québec, parce que je suis Québec aussi. Et dans le fond, quand j'ai reçu ma deuxième horaire, c'est de 8h à 6h les cours. J'ai 4 enfants, en fait. Je suis en train d'oublier. J'ai 4 enfants. Donc, la garderie, je pouvais pas, puis je peux pas me fier sur mon copain que son travail lui permet pas d'aller chercher les enfants à la garderie. Donc, pour moi, c'est sûr que quand je suis revenue chez nous un peu en panique et en pleurs en me disant qu'il va falloir que j'arrête mes études dans ce que j'aimais, que j'avais commencé à faire puis que j'aimais beaucoup. Donc, pour moi, ça a été juste juste parfait parce que sinon, ça n'aurait pas existé, j'aurais été obligée d'arrêter. OK, ça fait que pour toi, c'est vraiment une poursuite des études, c'est vraiment une option qui te permet d'aller plus loin puis de continuer. Donc, on parle de la scolarisation tout au long de notre vie. La formation à distance va permettre d'aller chercher des gens comme toi qui auraient été obligés peut-être d'arrêter. Puis alors là, tu peux continuer à te perfectionner.
Oui, exactement. Dans le fond, vu que c'est un retour aux études, un changement de carrière complètement, parce que OK. j'ai fait, dans le fond, je travaillais en CPE, en garderie. OK. Donc, c'est vraiment une réorientation de carrière, donc j'ai vraiment changé du tout, mais sinon, j'aurais été obligée d'arrêter tout ça. OK, super. Merci, Alexandra. Est-ce que quelqu'un d'autre, si jamais il n'y avait pas ce modèle-là, ça aurait mis fin un peu ou compromis votre accès aux études? Oui, Marie-Ève. Oui, définitivement. Moi, avec les enfants, les sports, ça aurait probablement pas été possible. Le travail aussi à temps plein. Alors, puis, ce que ça a fait aussi, c'est que j'ai toujours le goût d'apprendre. J'ai parti de l'AEP, la formation professionnelle, le DEC, puis là, je suis au bac. Puis je ne sais pas quand je vais m'arrêter, là. J'aime vraiment ça. OK. Fait que toi, tu as pu expérimenter aussi différents modèles, Marie-Ève. Tu as changé d'établissement, tu as vu un peu comment ça se passait d'un modèle à l'autre. Peut-être tantôt, on pourrait revenir aussi à votre expérience plus étudiante par rapport aux modalités qui vous sont présentées, les outils utilisés. Fait que merci beaucoup, Marie-Ève. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, ça m'aurait plus difficile, en fait, d'accéder aux études si ce choix-là n'était pas offert. Constance? En réalité, je peux pas dire que j'aurais nécessairement pas continué mes études. Par contre, les chances que, de un, je finisse le programme parce que il aurait fallu soit que j'aille à l'ITHQ ou à Laval, ce qui encore une fois engendre beaucoup de transport. Ou sinon, j'aurais peut-être juste été dans une autre vers une autre carrière qui peut-être m'aurait moins intéressée, moins passionnée que le tourisme me satisfait présentement, là, finalement. OK, donc c'est intéressant. Donc, c'est l'idée de diplômer dans ton parcours. Par exemple, si tu avais été à Montmorency, il aurait fallu que tu tapes la traversée de Montréal, ça aurait pu jouer sur la persévérance de tes études. Excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Je ne sais pas, Jean-Philippe ou... Oui, Jean-Philippe? Oui, certainement. En fait, en 2010, j'aurais juste pas pu poursuivre parce que le programme n'était pas offert différemment. S'il avait été, par contre, oui, je l'aurais pris là, en live, comment vous appelez ça? Je pense que c'est classe traditionnelle. Fait que, mais c'était pas le cas. Puis encore là, aujourd'hui, le programme que je fais présentement n'est pas offert dans la région là, de façon traditionnelle. Fait qu'il est aussi offert là, en synchrone, mais en CTE ou en CVI, selon les cours. Moi, par rapport à votre choix d'activité, en fait, de formation, y a-t-il des choses par rapport, parce qu'on va tomber un petit peu dans l'expérience. C'est sûr que, comme Marie-Ève, tu en as fait beaucoup. Il y en a qui ont fait différentes choses. C'est sûr que vous allez voir, c'est sûrement à géométrie variable. Je ne sais pas, peut-être, Marie-Ève, tu veux me parler, tu as vécu plusieurs expériences, puis après, on pourra parler des autres expériences. Peut-être le type de modèle que vous avez. Peut-être nous décrire un petit peu comment que ça se passe un cours. Marie-Ève, tu vas peut-être nous parler un peu comment ça se passe dans une commission scolaire. C'est très différent, des plateformes différentes, des façons de faire différentes. On n'a pas nécessairement de standard. On sait que le Québec non plus n'a pas de e-campus ou un endroit centralisé. On pourra aller chercher des formations à distance un peu plus uniformes. C'est sûr qu'on a Cégep à distance pour le collégial, qui est plutôt de l'auto-formation, ou on a TELUC du côté universitaire, mais c'est un petit peu, il y a un petit peu une grande diversification là, d'offres des produits. Fait que Marie-Ève, parle-nous un petit peu de ton expérience, puis toi, ça va pouvoir nous comparer un petit peu les modalités là, qui t'ont été proposées. Ben oui, moi, en fait, en formation professionnelle, c'est plutôt des livres qu'on achète, puis on y va à notre rythme. Quand on est prêt, on va passer les examens. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile parce que je devais me déplacer, puis souvent, je devais manquer du travail pour pouvoir faire les examens. Puis, pour ce qui est des cours au cégep, ben, la plateforme ressemble beaucoup à celle de l'université. Hein. Depuis que je suis à l'université, là, je le constate. Puis, moi, ce qui me motive beaucoup aussi, c'est de pouvoir avancer, remettre des travaux quand je peux. Puis après, de pouvoir poursuivre en attendant la correction, là, ça, je trouve ça extraordinaire. OK. Donc, la flexibilité au niveau des outils, c'est sûr que tu as une partie, bon, la formation à distance, ça fait longtemps que ça existe parce que là, on parle de documents qui te sont envoyés et des ça. Fait que là, on est moins dans la volet électronique. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'offre d'une formation à distance. Est-ce que toi, tu es asynchrone un bout de temps? Oui.
Donc, est-ce que pour toi, la question persévérance, motivation, parce que tu dis en auto-formation, c'est quand même assez difficile, là, c'est plus par toi-même, ta motivation. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux deux modes sur ta persévérance et ta motivation? Je dirais que la motivation, c'est de recevoir des résultats, d'avoir les enseignants, tu sais, pas présents physiquement, mais toujours disponibles quand tu as des questions. Là, ça, c'est motivant. Puis de se faire encourager aussi des petits mots sur nos travaux, là, ça fait plaisir toujours, même si on est rendu à 36 ans. C'est ça, la motivation. OK, l'importance de la rétroaction, même si t'es peut-être pas... Parce que je comprends, toi, tu n'es pas dans un groupe quand tu suis ton cours nécessairement, donc c'est une relation avec l'enseignant, mais on sait que la rétroaction est fort importante, puis tu en témoignes aussi là, oui, vraiment. À ton vécu. Merci, Marie-Ève. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent témoigner un petit peu du mode d'enseignement que vous suivez en lien avec la motivation, l'intérêt aussi, parce qu'on sait que la modalité, l'accompagnement, l'encadrement peut être différent. Constance? Moi, je me souviens plus de la formule, mais en fait, tout le monde est à distance dans mon groupe. Classe virtuelle, en fait. Vous êtes tous derrière votre ordinateur, voilà. Mais en mode synchrone, tout le monde en même temps. Exactement. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une très belle façon pas d'enseigner, mais de recevoir un enseignement parce que c'est vraiment comme aller au cégep là, pour avoir fait du cégep avant, bien entendu. On se lève, on va à notre cours qui est prévu à 8 heures, puis on fait notre cours qui est de 8 à 10. Comme si on allait au cégep, c'est juste qu'on n'a pas besoin de physiquement se déplacer dans un établissement d'enseignement. Donc, pour ça, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ça va demander de la persévérance, puis il faut que tu sois concentré. » Puis oui, mais j'ai quand même un horaire pour me structurer. J'ai quand même les enseignants qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider dans les heures de cours et en dehors des heures de cours. Au final, je dirais pas que je vois une différence à part avoir plus de temps pour faire mes choses dans ma journée au final. Donc, tu sais, j'y vois plus d'avantages qu'il y aurait d'inconvénients à ma formule d'enseignement. On avait une question en clavardage, j'en profite, par rapport à toi, tu es vraiment en relation avec d'autres étudiants qui sont dans ta même réalité. Vous avez un peu l'esprit de groupe parce que vous êtes synchrone. Donc, c'est vraiment suivant l'horaire du collégial. Donc, vous avez un horaire qui peut changer à chaque session. On est vraiment proche du présentiel. Comment ça se passe, l'aspect social avec les autres de ton groupe? Ça se passe très bien. Nos enseignants nous trouvent un peu quasiment des extraterrestres qu'on s'entende aussi bien les unes et les autres ensemble parce qu'en fait, on vient tous de milieux très différents, on a des âges différents, puis on trouve quand même une manière de se rencontrer à l'extérieur des heures de cours. Donc, à chaque fin de session, on se voit au moins une fois pour en fait célébrer notre fin de session, peu importe d'où on vient, que ce soit de Rimouski ou de la Rive-Sud de Montréal. Là. Donc, très belle relation avec mes collègues. Donc, c'est créer une chimie. Donc, c'est un aspect intéressant de la persévérance. Donc, plus la relation groupe dans votre modèle. Merci, Constance. Quelqu'un d'autre nous dire un petit peu sa modalité, comment ça fonctionne? Je sais pas qui a la main levée. Alexandra? Oui. Mais en fait, c'est un peu moi aussi comme Constance. Par contre, moi, il y a des gens qui sont au cégep, dans le fond. Donc, on a une partie à distance et il y a des gens en présence aux îles de la Madeleine qui sont eux autres assis dans leur cégep. Mais un peu comme Constance disait, oui, c'est drôle à dire qu'on crée des amitiés avec des gens qu'on voit juste à distance ou virtuel ou des épaules au front. Mais oui, des fois, mon copain il rit de moi. Je dis, j'ai parlé à mon amie Joanie. Puis, tu sais, Joanie habite en Gaspésie. À l'autre bout, moi, je suis à Québec, on s'est jamais vu, mais on se crée des liens pareils. Et d'avoir un horaire, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai fait aussi un AEC avec Cégep à distance avant, et j'ai fait ma technique en RAC avec Cégep de Sainte-Foy, mais à distance aussi. Donc, la différence, comme tout le monde le disait, c'est sûr que quand tu es autodidacte, il faut que tu sois autodidacte, il faut que tu sois capable d'apprendre. Oui, tu as des professeurs, tu peux être capable de leur poser des questions, mais il faut que tu fasses tes choses. Donc, c'est facile de procrastiner, de remettre à plus tard quand on est. Mais quand on a un horaire, quand on a un cours de 8 à 11, que les professeurs prennent les présences, si on se pointe pas, mais on se pointe pas comme ça, on se pointerait pas au cégep. Donc, mais non, l'interaction, moi, pour les enseignants, c'est un peu, c'est exactement comme ça. Là. Dans le fond, oui, j'ai un micro fermé, mais dès que j'ai une question, je réponds au micro.
Au début, c'est sûr qu'on est plus gêné parce que là, notre face apparaît en gros plan, puis notre grosse voix sort des murs, mais à la longue, on finit par le faire comme si on était en classe, puis à lever la main, puis à poser une question, puis moi, les enseignants sont hyper disponibles, là. Ils ont leur plage horaire, même s'ils ont 1 heure de décalage avec nous parce que j'étudie aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est d'ajuster le tout au début, mais non, c'est exactement comme si j'étais en présence. C'est juste que moi, quand mon cours finit à 11h, ben 11h01, je suis dans mon salon. Et entre mes pauses, je peux faire mes brassées de lavage. Donc, pour une famille, pour une maman à la maison, c'est merveilleux. On est très efficace. Donc, l'aspect synchrone, je vois que ça amène quand même un aspect motivation. Des fois, peut-être on a plus de difficultés à s'autodiscipliner dans un cours d'auto-formation. Je me rends compte que quand votre cours est à 8h ou à 9h, ben, ça vous oblige. Il y a une prise de présence, un peu même modalité qu'en classe. Puis, il y a un aspect social qui est intéressant, répartition parmi tout le Québec. Donc, vous avez accès à des températures différentes. Donc, ça peut être un sujet de discussion d'ailleurs le matin quand vous commencez vos cours. Quelqu'un d'autre veut parler de son mode d'apprentissage un petit peu. David, toi, c'est peut-être plus... Ah, Jean-Philippe a la main levée. Puis David après. Pas de problème. Actuellement, moi, j'ai une formation individualisée en ligne qui est un cours de pharmacologie. C'est quand même très complexe. Pharmacologie est quand même assez avancée. Puis, c'est difficile, là, ce mode d'enseignement-là pour ce type d'enseignement-là. Là. Parce que au fur et à mesure là, qu'on suit, c'est des capsules YouTube qui sont enregistrées et on les consulte avec un accès privilégié. Puis au fur et à mesure qu'on avance, c'est des principes vraiment très, très complexes. Puis avoir le professeur en live nous permettrait de poser des questions, alors qu'en différé, ben c'est plus difficile un peu à la fin du cours, à la fin du vidéo. On ne pense pas tout le temps là, à ces questions-là, on essaie de suivre. Puis j'ai également une classe là, à téléenseignement. Là. Excusez pour le téléphone. J'ai également une classe téléenseignement où c'est vraiment plus facile là, de suivre. En fait, oui, il faut se présenter. Donc, on a comme plus ou moins de choix. Puis, comme c'est des cours assez complexes, encore une fois, ben, on y va. Puis, la motivation est plus facile. Les liens sont plus faciles aussi. Là, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai, Jean-Philippe, dans l'apprentissage, il y a un effet groupe aussi. Hein, ça nous aide beaucoup sur la motivation. Ça nous permet de recadrer nos choses. Ce que tu me dis dans tes vidéos YouTube, c'est que tu es un peu tout seul. Y a-tu un forum de discussion où tu peux partager des questions? Là, comme tu es vraiment seul, je me rends compte pour le parcours d'apprentissage, ça semble beaucoup plus difficile pour toi. Il y a un forum de discussion, mais il est complètement vide. Donc, je pense qu'on est une vingtaine d'étudiants, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas très utilisé à comparer d'autres cours, comme l'autre cours dont je parlais en téléenseignement, où il y a des forums qui sont rendus disponibles. Là, les étudiants les utilisent vraiment beaucoup pour des questions, des interactions, etc. Fait que ça fait un peu particulier. On se serait attendu à ce que ce soit vraiment un cours là, en différé là, sur YouTube là, qui aurait été plus utilisé, mais ce n'est pas le cas. Les gens font leurs choses à leur côté. Mais c'est intéressant, tu peux comparer entre les deux puis voir un peu l'effet. On se rend compte, c'est ça, quand je dis que c'est pas standard, la construction des cours, c'est vraiment selon les institutions, selon l'offre. C'est un savoir qui est en train de se construire aussi. On voit qu'il y a il y a quand même plusieurs offres de cours, mais on voit qu'il y a quand même aussi une standardisation qu'il va y avoir à faire par rapport aux bonnes pratiques de votre côté. Vos témoignages sont intéressants pour ça. David, ton modèle à toi, c'est aussi auto-formation, donc tu te retrouves un peu seul. Excuse, je vous entendais pas bien, M. Bélanger. Ah, OK. Je dis toi ton question. Oui, ton parcours, en fait, tu te retrouves seul. Nous parler un petit peu de la motivation par rapport à ton cours en auto-formation. C'est sûr que je compare souvent mon horaire à celle-là d'un entrepreneur. C'est moi qui décide de mes heures, c'est moi qui décide de mon temps. J'ai des objectifs à remplir. J'essaie de cadrer ça dans mon horaire. C'est pas facile. Puis tout seul, c'est pas facile non plus de se motiver. J'écoutais les collègues parler tantôt à propos de le social qui se fait. Nous, c'est surtout via des forums de discussion avec d'autres élèves, des questions qu'on redonne, des questions qu'on relance, des débats qu'on fait que les enseignants initient ou des élèves. J'étais quand même chanceux à ce niveau-là, puis privilégié. Les enseignants que j'ai eus au niveau du bac à distance, ils étaient toujours disponibles, puis j'envoie des courriels d'un délai de 24 heures, j'ai toujours répondu. Là. J'ai eu cette opportunité-là, mais faut quasiment avoir une tête de cochon. Il faut vraiment être discipliné quand on travaille à distance. J'achève ce bac-là, ça fait 6 ans que je le fais comme ça.
OK. Ça fait que c'est vraiment un défi de persévérance. Tantôt, on parlera de ce que vous recommandez si vous demanderiez à des gens, si vous conseilleriez des gens à la formation à distance. Toi, tu as un petit peu des pistes, donc ça prend vraiment une personnalité. Dans ton cas, il faut vraiment persister là, dans ce modèle-là est un petit peu plus difficile par rapport à ça. Oui. Merci, David. Stéphanie, peut-être, est-ce que tu veux nous parler un peu du modèle que tu suis actuellement, persévérance, motivation? Oui, dans le fond, moi, c'est le même modèle qu'Alexandra et Constance. Donc, on est par classe VIA. Il y a des étudiants qui sont au Cégep de Rivière-du-Loup ou de la Pocatière. Puis les autres, on est chez nous. Puis on suit notre formation. C'est sûr qu'on a un horaire. Donc, il faut être là au cours, faut être présent. Mais les cours sont enregistrés. Donc, si on manque un petit bout ou on comprend moins la matière, on peut tout le temps la visualiser encore. Puis la motivation, ben c'est sûr qu'avoir un professeur en direct, ça nous donne vraiment une motivation. C'est comme si on était à l'école. Donc, on se sent moins toute seule, moins en retrait. Puis pour les questions, ils nous répondent tout de suite. Donc, c'est beaucoup plus encourageant. On reste pas bloqué longtemps sur quelque chose qu'on comprend pas. Donc, on peut avancer quand même assez rapidement, là, étant donné que moi, mon ASC se donne en 9 mois. Donc, c'est assez rapide. C'est intensif. Ouais, les horaires sont assez chargés, mais tout est bien expliqué. On a beaucoup de manières de répondre à nos questions. Puis, non, je trouve que c'est très bien. Ça se passe bien. Bien, merci Stéphanie. Quelqu'un d'autre, là, j'ai les caméras ont bougé un peu. Michel, peut-être tu te fais Oui, ça bouge pas mal dans le clavardage. Je ne sais OK. pas si Rachel, j'essaie d'être juste envers tout le monde, c'est-à-dire que je prends la question qui est arrivée en premier. Est-ce que Rachel peut ouvrir son micro si elle veut poser sa question? Rachel? Oui. Oui. Oui, excusez-moi. La première question que j'avais posée? Oui. Ah, je vous entends pas. Oui, exactement, oui. Oui, en fait, je me disais, je constate que les étudiants ont fait le choix d'un programme à distance en fonction des contraintes de temps, de transport et tout ça. Mais est-ce que vous avez regardé le programme? Est-ce qu'il y avait une offre particulière, à savoir, je ne sais pas moi, si on offrait des stages ou si il y avait des examens, je ne sais pas moi, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Constance veut répondre. Moi, je l'ai fait, en fait. J'étais allée m'informer. J'avais comme encore accès à mon ancien compte de mon ancien cégep. Donc, je suis allée sur Repère. Puis, à partir de là, j'ai regardé qu'est-ce qui était disponible en tourisme, que ce soit, parce que j'avais déjà un deck, donc que ce soit les bacs ou les techniques. Puis, à partir de là, j'ai regardé les offres. J'ai regardé ce qui irait plus avec mes intérêts. Dans mon cas, moi, j'avais déjà un intérêt pour l'événementiel. Effectivement, en technique de tourisme au cégep de Matane, il y a un volet événementiel, ce qui venait me rechercher. Puis aussi le fait que c'était à distance à ce moment-là, c'est sûr que c'était un plus pour moi. Il y a aussi le fait que c'est un cégep qui offre l'ATE, donc alternance travail-études, ce qui veut dire que en fait, je peux aller travailler. Nos périodes de stage sont vraiment sont rémunérées d'abord. Puis, c'est pendant l'été pour 2 sur 3, donc ça nous permet de mettre en pratique ce qu'on a appris. Puis après ça, ça va sur notre diplôme. Donc ça, c'est sûr, c'est intéressant. Et puis la troisième qui est en hiver, c'est justement pour une autre facette plutôt que d'être orienté vers le service à la clientèle. À ce moment-là, c'était orienté vers l'organisation et la coordination. Donc, c'est toutes des facettes qui permettent vraiment de mettre en application ce qu'on a appris dans les sessions précédentes. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, tu es allé en plus d'offres à distance, tu as vraiment regardé ce que le programme offrait. C'est sûr qu'il y a moins d'offres à distance. Fait que si on va être dans du distance, là, je me rends compte qu'au Québec, des fois, il n'y a pas. C'est un programme qui est offert comme ça, tu n'en as pas 5 non plus. C'est peut-être plus difficile. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent répondre à la question de Rachel. Quand vous avez pris, est-ce que votre seul critère, c'est que c'est à distance ou dans votre critère, vous avez regardé un petit peu ce que le programme offrait de plus? Oui, Alexandra. En fait, moi, dans le fond, c'est sûr que j'aurais aimé, parce qu'il y a déjà une technique, dans le fond, dans mes cours de base, j'aurais aimé avoir un condensé, un 2 ans, comme je le faisais à Garneau. C'est sûr que je l'ai regardé, mais comme il ne l'offrait pas,
Donc, j'avais ce balancier-là. Soit je décidais d'abandonner pour cette contrainte-là, ou j'y allais à distance, mais le faire sur 3 ans. Donc, moi, je suis allée à distance pour moi. Il y a eu une décision à prendre, dans le fond, par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter des éléments sur ce point-là? Il y a déjà un clavardage. Oui, David? Moi, la décision d'avoir choisi cette formation-là, comme je l'ai suivie, c'était vraiment une décision de famille, de couple. Là. Ça a été ça qu'on a pris cette décision-là pour le bien, puis que j'aie du temps de qualité avec la famille, puis le travail, puis tout ce que j'ai nommé précédemment. C'est vraiment ça qui a fait la différence, parce que j'avais l'opportunité d'aller le faire à l'Université Laval, puis je sais qu'à l'Université de Sherbrooke qui offre des fins de semaine intensives. Fait que c'est une autre façon que j'aurais pu m'adapter pour le faire, parce qu'avec mon travail, le bac en enseignement, c'était une formalité obligatoire de mon employeur, qui est la commission scolaire des premières seigneuries. Fait que je devais impérativement faire ce baccalauréat-là pour faire ce travail d'enseignant qui est extraordinaire aujourd'hui. Fait que c'est comme ça un peu que je me suis ramassé dans toute cette histoire comme ça. Là. Mais je suis bien content. C'est quasiment terminé. Là. Ça achève. Oh, oui. René, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si Michel Auger peut prendre la parole. Il a posé sa question à 12h15. Oui, Michel. Merci, Michel. Moi, c'est simplement mon questionnement, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la formation à distance. Est-ce que vous avez vu une différence de qualité entre la formation présentielle et la formation à distance? Une bonne question. Donc, un comparatif dans le modèle. Donc, on a tout comme référence la classe traditionnelle. Constance? Pour avoir fait une autre technique au départ, donc moi, j'avais commencé une technique en éducation à l'enfance. Je vois pas vraiment de différence en termes. C'est sûr que c'est des sujets très différents, mais question implication des enseignants, question charge de travail, question information reçue, j'ai pas l'impression qu'il y a de différence dans la qualité ou dans la quantité. OK, tu n'as pas l'impression de moins bien apprendre ou que la qualité est altérée, le fait que tu es à distance dans le développement de tes compétences, dans le fond? Du tout. OK. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages par rapport à ça? Vous avez tous un peu... Oui, Jean-Philippe? Personnellement, non, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence non plus. Là. C'est variable selon les enseignants et l'habilité qu'ils ont à faire ces cours-là aussi, à les préparer. Là. Mais ça, je pense que c'est exactement la même chose quand on se retrouve dans une classe traditionnelle. Il y a des professeurs qui sont un peu plus habiles au côté pédagogique puis entertainment de la classe. Là. C'est la même affaire. Là. OK, donc ça se traduit aussi dans les deux modèles. Par rapport à ça, il y avait des questions. Oui, Michel, vas-y. C'est peut-être Cégep à distance. S'ils veulent poser leurs questions, à 12h23, ils ont posé une question. Est-ce qu'il... Moi, je ne les vois pas dans mon... peut-être sur la deuxième fenêtre de mes écrans. Oui, Cégep à distance, oui. Oui, bonjour. En fait, notre question, c'était de savoir quelles étaient les attentes face aux enseignants ou aux tuteurs dans le mode d'auto-formation, donc où il n'y a pas de présence en synchrone. Puis, qu'est-ce qui faisait la différence, en fait, pour un étudiant? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à la question? Donc, les attentes que vous aviez envers le tuteur ou, en fait, l'enseignant, y avait-tu des... David? Moi, c'est sûr que j'ai bien aimé la réponse de mon collègue Jean-Philippe tantôt. Moi, je pense que ce qui fait une grosse différence, il y a le style d'apprentissage, notre style d'apprenant. Faut savoir s'adapter. Puis, c'est sûr qu'une classe que tu es en présentiel, tu sais, qu'il y a un B2B avec c'est plus vivant un petit peu, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la qualité aussi dans le présentiel versus la synchro, là. Puis moi, j'ai quand même trouvé de la qualité avec le programme de l'Université de Rimouski. Là. Beaucoup de qualité. Là. Je ne sais pas si je réponds à la question, là, mais c'est vraiment du cas par cas, je pense. OK. Merci, David. Cégep à distance, ça répond à Michel. Peut-être une question qu'on pourra aller chercher de M. Cloutier qui a levé la main. Ah oui. Alors moi, j'aurais deux questions. La première question, ce serait quelle technologie qui a été utilisée pour votre formation, de 1. Puis ma deuxième question, c'est une mise en situation. Si on élimine le facteur distance et que vous êtes dans un endroit où il y a 2 collèges qui offrent le programme que vous voulez, un des collèges offre le programme uniquement en présentiel
Puis l'autre collège l'offre en mode hybride, c'est-à-dire autant en présentiel qu'en ligne. Lequel prendriez-vous? Donc, premier volet de la question, Jean-Philippe dit deux volets à la question. Donc, le côté technologique, qu'est-ce qu'il est utilisé comme technologie? Là, c'est géométrie variable dans les cas qu'on a. Puis, si vous aviez 2 cégeps, en fait, un en présence et un hybride, c'est-à-dire des fois je me présente, des fois je ne me présente pas. Lequel, parce que c'est une tendance actuellement, même les cégeps de proximité vont offrir ce type, les établissements vont offrir ce type de formation. Est-ce que quelqu'un veut répondre peut-être? Un sur la technologie, puis l'autre peut-être sur votre choix. Je ne sais pas qui. Oui, Stéphanie? Technologie utilisée chez vous? Oui, nous, c'est la plateforme VIA, qui est un mode synchrone. Donc, il nous faut un ordinateur, un deuxième écran si c'est possible, un casque d'écoute avec micro, puis un bon Internet. Ça, c'est vraiment important pour assurer une bonne qualité de l'information. Puis ensuite, on a aussi la plateforme Moodle, où on peut remettre nos devoirs. Il y a aussi beaucoup de liens disponibles pour de l'information, des travaux à faire, parce qu'on a quelques cours qui sont sur Moodle, donc ils ne sont pas synchrones, ils ne sont pas en direct. Donc, c'est pas mal qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel. Stéphanie, toi, si tu avais le choix, 2 collèges très proches, un qui offre la formation, il faut que tu te présentes, puis l'autre, il est à peu près peut-être, mettons, la moitié des cours, tu peux rester chez vous ou une autre partie y aller en présence. Qu'est-ce que tu choisirais? Définitivement le deuxième. OK. Fait que ouais. C'est un mode, en fait, d'apprentissage qui te facilite plus la vie, même si c'était à proximité. Oui, ça facilite vraiment la vie, surtout comme disait Marie-Ève, je crois. Tu sais, quand on a des enfants, faire une petite brassée de lavage pendant la pause, ça fait du bien. Ça optimise ton temps. Oui. Est-ce que, Michel, oui? Oui, il y a H. Sainte-Marie qui a posé une question à 12h29. Alors, si cette personne veut prendre la parole. Sinon, par rapport à la technologie utilisée, je sais pas si quelqu'un peut... Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. OK, oui. On va prendre la question. Alors, c'est ça, je me demandais par rapport aux enseignants, est-ce qu'ils sont frileux pour laisser leur matériel asynchrone disponible aux étudiants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à ça? Oui, Jean-Philippe. Des droits d'auteur ou quelque chose comme ça? Oui, en fait, j'avais posé la question. Ça dépend des professeurs. J'ai eu un cours de pharmaco d'une autre session. Le professeur n'a aucun problème à ce qu'on enregistre les vidéos qui étaient déposées sur YouTube. Cette session-ci, on m'a dit non. Fait que une fois la session expirée, on n'a plus accès aux vidéos, c'est terminé. Ça dépend. Encore une fois, c'est assez variable là, selon les professeurs. Là. Puis je pense que ça dépend aussi des règles qui sont en place à chacune des universités et des cégeps. Puis de façon générale, les vidéos, est-ce qu'ils étaient très longs? Celui que je regardais juste avant de la présentation, c'était 2h30. Mais souvent, ils sont entrecoupés par sujet ou des choses comme ça. Là. Mais le plus long que j'ai eu non-stop, c'était 1h35, 1h40, je crois. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes par rapport au contenu que vous pouvez récupérer les notes de cours, tout ça? Il y en a qui ont des restrictions, il n'y en a peut-être pas. Constance? C'est sûr que je ne suis pas dans un mode asynchrone, sauf que toutes nos notes de cours sont disponibles sur Moodle. À l'exception, je crois, d'une enseignante qui, elle, préférait nous donner des PowerPoint, dans le fond, en version étudiant, puis elle gardait les siens pour elle. À notre demande, de notre groupe, vraiment, elle nous les a rendus quand même disponibles parce que avec notre mode d'enseignement, c'était peut-être plus facile d'avoir le même document, question de pouvoir suivre, plutôt que de devoir chercher où on est rendu parce qu'on voit le matériel directement à l'écran. Donc, des fois, ça peut devenir mélangeant d'avoir un document étudiant et un document enseignant pour vraiment suivre, surtout si les images sont pas les mêmes parce que c'est très visuel, là, finalement, en tourisme, surtout dans ce cours-là dont j'ai en tête. Là. Mais somme toute, tout le matériel tout ou pratiquement tout, en fait, là, le matériel est disponible en ligne pour nos cours. Merci, Constance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter par rapport à la documentation, reproduction, réutilisation des documents? David? Un peu comme Constance a dit, nous, tout était sur Moodle, la plateforme Moodle avec Lucar, puis j'ai jamais eu de problème.
Les documents étaient toujours là, que ce soit du PDF, que ce soit du Word, que ce soit des PowerPoint, des liens Internet, des hyperliens. Tout est disponible. Fait que aucun problème à ce niveau-là. Puis on avait l'opportunité d'aller plus loin dans nos recherches, dans nos travaux là, universitaires. OK. Merci, David. Oui, j'ai Alexandra et ensuite Michel. Oui, mais en fait, moi, mon matériel, autant, comme Constance disait, j'ai des documents qui viennent des enseignants qui ont eux autres même là, du PowerPoint ou du Word. Mais il a fallu que je m'achète aussi des livres, là, les mêmes livres que dans les cégeps qu'ils utilisent. Là. Donc, j'ai acheté le manuel, je me l'ai procuré soit à distance ou dans un cégep proche de chez nous s'il l'avait. Mais j'ai mon matériel chez nous, là, j'ai le même livre fait par une firme ou peu importe qui est utilisé dans un cégep. Là. OK. Merci, Alexandra. Michel? Oui, Ghislaine qui a posé une question à 12h38. Donc, si possible, ouvrez votre caméra et le micro, ça serait bien. On pourrait vous voir aussi. Oui. C'est bon. Alors, Ghislaine. Moi, j'amène une question par rapport au profil. Est-ce que vous pensez, selon votre expérience, vous avez des modèles différents, on a parlé un peu de la persévérance, mais est-ce que le profil, est-ce que c'est destiné à tout le monde, le type de formule que vous utilisez, ou vous dites, ça dépend du style d'apprenant. Il y en a peut-être, ça serait plus difficile. On peut penser, des difficultés d'écoute, déficit d'attention, ou par rapport à l'âge, il y a 17 ans, il arrive du secondaire. Je regarde Constance, est-ce qu'il s'en irait tout de suite d'une technique à distance? Ou par rapport à votre vécu, est-ce que vous pensez que c'est destiné à tout le monde, ce type d'enseignement? Ça prend un profil particulier selon les modes que vous avez choisis. Alexandra? Ben, moi, je pense pas. En fait, ça va dépendre de la personne. J'ai fait pas une technique, mais en général. J'ai fait mes séances semaines, en fait. Oui, en sortant du secondaire, j'ai fait mes séances semaines et je me suis traîné la patte, comme beaucoup d'étudiants. J'ai fini par faire mes séances semaines à une session de plus parce que j'ai coulé des cours. Mais avoir fait à distance ou peu importe, je pense que ça aurait donné le même résultat. Mais en étant à distance, comme moi je suis en présentiel, j'ai comme l'impression d'être dans un cours. Là. C'est juste que j'ai des écouteurs puis je suis assis chez nous. Sinon, c'est en direct. Là. Je veux dire, si je suis pas puis je fais autre chose, le professeur me voit faire autre chose exactement comme si présentement je suis avec vous. Donc, ils peuvent m'avertir pareil. Donc, est-ce qu'Alexandra, le fait que tu as un deck d'une classe, tu suis un deck à distance, est-ce que tu te sens plus engagé dans le volet à distance ou c'était le contraire? C'était peut-être plus en présence que tu te sentais plus engagé? Non, je pense que je suis plus engagée présentement, mais je pense que ça va aussi avec l'âge que j'ai pris et l'expérience. J'ai décidé de retourner aux études, donc j'ai la motivation de le faire, donc je veux réussir, puis je veux pas. Donc, c'est sûr que si je comprends pas, je suis moins gênée que là, quand je sortais de secondaire, quand j'avais 17-18 ans, puis que je voulais pas, que je m'assisais dans le fond de la classe, puis que je voulais pas répondre aux questions. À ce temps, je me dis, je suis là pour apprendre parce que j'ai décidé de retourner, donc c'est sûr que ce côté-là... OK, la motivation interne est un peu plus grande. Oui, exactement. OK, c'est bon. Vous autres, par rapport au profil, style d'apprenant dans ces modèles-là, avez-vous des recommandations s'il y a des gens qui s'en allaient dans le modèle à distance? Constance? C'est sûr que question prérequis, le technique plutôt que le profil d'apprenant. Nous, on n'avait pas le choix d'avoir fini déjà un deck, question qu'on n'ait pas la charge des cours de base à faire. Et c'est sûr qu'il y a quelques exceptions, genre il manque un cours de français, ben c'est pas grave, tu le feras à distance sur ton propre temps, mais en général, il faut déjà avoir eu son deck, pour faire la technique de tourisme Matane. Question personnalité, bien, c'est sûr que ça prend un intérêt là, pour le programme. Ça, c'est comme vraiment la base parce que au même titre que quelqu'un qui va être en présentiel, si tu n'es pas intéressé par ton cours, ben tu vas facilement être déconcentré. Puis c'est sûr que le nombre de déconcentrations à la maison est plus élevé que celui en classe parce que la classe reste quand même un environnement contrôlé. Tandis qu'ici, ben, s'il y a des camions qui passent devant la fenêtre, s'il y a un chat, un chien, un perroquet, peu importe, ben, ça vient déranger, mine de rien. C'est sûr qu'avec les deux écrans, c'est facile aussi d'avoir une distraction sur le deuxième écran pendant qu'on écoute le cours en même temps. Je vais être très honnête, là, c'est des réalités. Par contre, avec l'intérêt qui est là pour le cours, ben, c'est plus facile de rester concentré sur le cours plutôt que d'aller flatter le petit chat qui est à côté là, puis qui fait le beau, là, finalement, je trouve. Merci, Constance. Alexandra?
Oui, je voulais juste rajouter ce que Constance disait. Moi aussi, dans le fond, j'ai 2 écrans, mais pour être filmé puis qu'il y ait des personnes en présence, des fois, il y a des personnes qui ont leur ordinateur en présence puis qui font d'autres choses aussi pendant ce temps-là. Donc, un peu comme Constance disait, c'est la motivation. Elle a beau être à 3 pieds du professeur, des fois, je vois son Facebook dérouler là, autrement. Parce que toi, tu dois avoir une caméra arrière, donc oui, tu ça, vois on est filmé par en arrière, puis les étudiants, absolument, ils essaient de se cacher pour pas qu'on les voit trop, mais quand la caméra donne, des fois, on les voit dans le coin. Donc, il va m'amener, en fait, Alexandra, à la motivation, ce que Constance a parlé. Avez-vous des stratégies, en fait? Selon votre mode, David disait qu'il faut être discipliné, il faut être persévérant. Est-ce que quand on apprend dans une formule à distance, il y a des stratégies à avoir ou des compétences à avoir? On parle de 2 écrans, c'est sûr qu'il y a du module, il y a un petit peu des compétences technologiques derrière ça, mais aussi une façon peut-être de vous organiser pour vous assurer d'être persévérant, ce qui est un facteur de succès pour vous. Ça peut être l'organisation matérielle, ça peut être dire, moi, j'ai à mon horaire déjà, je fais 4 heures semaine de mon cours. Est-ce que vous avez développé des trucs pour bien vous autodiscipliner et encadrer, en fait, dans cette formule que vous suivez dans le modèle à distance? Je vais prendre Alexandra, après j'ai David. Mais oui, en fait, dans le fond, en étant chez nous, quand justement, tantôt je disais mon cours finit à 10h, ben si moi, mes enfants, mes plus vieux viennent dîner à la maison, je sais qu'ils arrivent à 11h30, donc il me reste 1h30. C'est sûr que je vais faire mes travaux là, parce que moi, le soir, les fins de semaine, je peux pas, là, côté famille, ça marche. Ben, je pourrais, mais le soir, je suis vidée, donc ça rentre plus. Donc, c'est sûr que moi, je me concentre. Dans mon agenda, je sais que j'ai cette période de lousse, un trou, mais c'est sûr que je vais travailler là, puis je vais organiser mes travaux puis mes choses à l'intérieur de ma semaine dans mon horaire. OK, ça fait que tu t'es donné une façon de faire. C'est une préparation particulière avant ton cours que tu fais, une genre de routine qui est gagnante avant de débuter. Côté logistique, c'est synchrone, ça fait que... Non, à part aller me faire un café, m'asseoir puis relaxer. Okay. Non, c'est... C'est aussi simple que ça. C'est simple. OK. David, toi, tes trucs que tu as développés pour le mode d'enseignement? Il faut se bloquer des plages horaires, absolument, et puis il faut se mettre pratiquement en confinement, là, Moi, mon vendredi après-midi, d'habitude, c'est sacré. Je prends du temps, puis je m'organise pour avoir toutes fait mes choses dans la semaine. Sinon, je vais bloquer une plage horaire le soir de semaine ou à la maison ou pour essayer le moins possible d'empiéter sur le temps de famille ou bien le temps d'entraînement ailleurs. Fait que c'est vraiment ça. Normalement, le vendredi après-midi, je suis en mode faire des travaux, là. Puis David, ça amène-tu une difficulté, le fait justement qu'il n'y a pas un décloisonnement entre l'école et ta maison? C'est le même lieu, puis pour les autres aussi, des fois, c'est un peu... Tu as un environnement qui dit, ben ça, c'est ma classe, ou cette pièce-là, c'est ma partie école, parce que c'est un peu difficile, parce que c'est dans votre milieu familial que ça se passe. Je pense qu'il faut savoir faire le lien entre les deux, tu sais, puis de se dire, ben les irritants, les trucs qui nous dérangent, ben il faut savoir les différencier puis se dire, OK, là, je suis en mode UQAR, je suis pas en mode travail, tu sais. Puis je pense que c'est ça, dans l'autodiscipline, c'est ça qui est important, de dire, OK, je réponds pas, je touche pas à mon téléphone, je touche pas à mes courriels, tout ce qui peut te déranger un enfant faut que tu essaies le plus possible de te mettre en mode, OK, je suis en mode études et je suis pas en mode famille ou autre. OK. Ouais. Merci, David. Est-ce qu'un autre veut parler un petit peu des trucs que vous avez développés, Constance? Après, j'ai Jean-Philippe en bas. Honnêtement, les trucs que j'ai développés se sont développés au cours de la technique, puis au cours aussi de mes études auparavant. L'organisation, c'est toujours quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés, que ce soit quand j'étais dans un cours en présence ou au début de la technique aussi, j'avais beaucoup de difficultés à organiser mon temps, à organiser la charge de travail que les travaux allaient prendre pour les faire, parce que généralement, j'ai tendance à sous-estimer les travaux ou vouloir aller rechercher puis vraiment tout connaître avant de vraiment m'y attaquer pour pas commencer puis faire ça à moitié. Donc, ça me prenait un nombre de temps qui faisait que j'avais de la misère à remettre mes travaux à date. Là. Vous en parlez à mes enseignants. Mais maintenant, j'ai trouvé un outil, entre autres, qui s'appelle
Power Planner, qui est comme une petite application qui me permet de visuellement voir les travaux que j'ai à remettre demain, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois. Fait que visuellement, moi, ça m'aide beaucoup parce que je le vois, là, ce qui s'en vient. Ça me permet de me préparer d'avance, de savoir que, bon, dans 1 mois, j'ai ça à remettre. OK, est-ce qu'il faut que je fasse des choses avant? Est-ce qu'il faut que je confirme certaines choses? Est-ce qu'il faut que je commence ma recherche tout de suite? Fait que visuellement, moi, ça m'aide beaucoup à me structurer sur une base quotidienne, finalement. OK, merci Constant. Donc, si tu as le nom de la petite application que nommée, j'ai vu qu'il y en a qui prenaient des notes, mais là, dans le clavardage, je pense que ça peut être intéressant pour plein d'étudiants à distance. Hein. Power Planner, c'est ça, c'est une application. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Jean-Philippe, je pense que c'était ça, oui, Jean-Philippe, tu avais la main levée. Oui, bien, personnellement, je peux y aller faire comme David, puis de séparer là, les temps. Allô à Lucar, allô à la maison, allô aux enfants. Là. J'ai 3 enfants qui piochent là, à l'étage actuellement. Là. Fait que le micro est important de les fermer quand je parle pas. Je dois m'en aller à l'université là, pour faire mes lectures la plupart du temps là, quand ils sont à la maison. Mais c'est bien aussi parce que l'université, dans une salle de classe ou dans une salle d'ordinateur, quand il y a d'autres élèves, là, on n'est pas porté à aller gosser sur le téléphone, à jaser avec du monde. C'est relativement tranquille. Fait que ça permet là, de focusser l'attention uniquement sur les études, la lecture, les travaux, ce qui est plus difficile de faire à la maison. Mais probablement qu'un outil comme celui de Constance pourrait m'aider, mais j'ai de la difficulté à utiliser ces technologies-là. Souvent, je vais juste oublier de les utiliser. OK, fait qu'elle a collé le lien, justement, Jean-Philippe. Je vais peut-être l'essayer. Merci. Alexandra, merci Jean-Philippe. Oui, mais moi, en fait, j'ai un bureau. C'est sûr que c'était indispensable parce que, justement, si j'avais fait ça sur la table de cuisine, je pense que j'aurais perdu un peu le contrôle. Donc, tu sais, j'ai mon bureau à moi. C'est un peu drôle quand je vais à l'école. Je dis aux enfants, je m'en vais à l'école, mais tu sais, je fais juste monter des marches puis je m'en vais en haut. Fait que c'est rendu que ma petite de 2 ans, elle dit ça. Elle dit, je m'en vais à l'école. Elle prend ses papiers puis elle s'en va s'asseoir dans mon bureau puis elle barbouille. Une nouvelle génération qui s'en vient. Mais je pense que le fait, justement, là, c'est vraiment juste un bureau avec mes affaires d'école, un peu de paperasse, mais quand je ferme la porte, c'est fini mon bureau. Okay. Un lieu, ça peut être important. Ça marque une marque physique entre l'école et la maison. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter d'autres choses par rapport aux trucs que vous avez développés dans votre formule de modèle à distance? Marie-Ève, je sais que tu en as fait beaucoup. Est-ce qu'au fil du temps, tu as sûrement développé des stratégies? J'ai pas vraiment de stratégie. Moi, je dirais que ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, là, ça, c'est certain. Mais j'ai un bureau à moi aussi. Mais souvent, quand je suis en congé, le coin de la table là, fait la job, comme on dit. Puis, c'est ça. OK. Fait que c'est les choses. Je vais vous amener sur autre chose, dans le fond, des recommandations que vous auriez, parce que vous avez du vécu, de l'expérience en tant qu'apprenant. Est-ce que vous auriez des conseils dans les modèles qui vous sont présentés pour dire l'organisation pourrait faire ça, il pourrait m'ajouter ça, ou ça peut être la façon d'enseigner si le cours est synchrone, la façon de présenter des documents, la façon de vivre des activités. Vous avez sûrement votre petite idée par rapport à « Hey, on pourrait améliorer ça ». Je ne sais pas si vos organisations vous offrent la possibilité de parler sur l'amélioration en fait du produit qui vous est offert. Je suis certain que dans chacun de vos modes, vous auriez des petits plus à ajouter pour garder votre motivation, faciliter l'apprentissage. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, Jean-Philippe? Oui, bien en fait, les cours que j'ai le plus appréciés sont les cours où certains professeurs nous permettaient de passer du temps en présence. Donc, on était asynchrone ou soit c'était des classes virtuelles, soit c'était des classes en téléenseignement. Il y avait une partie du groupe qui n'était pas là. On se regroupait à un moment donné pendant la session. Là. C'est sûr que pour faire la psychothérapie, à un moment donné, on n'a comme pas le choix d'être en présence. Là. Mais ça faisait du bien de se voir, ça permettait de créer des liens aussi. Une autre chose qui peut être un irritant assez majeur, mais qui peut être aussi très aidant, les professeurs qui connaissent bien les technologies, qui n'ont pas besoin de référer toujours au technicien qui est 2-3 étages plus loin quand il y a un bug, ça c'est vraiment aidant. Personnellement, moi, tout ce qui s'appelle synchrone, c'est le type d'enseignement que je préfère. C'est beaucoup plus simple pour l'interaction, rétroaction. Là, c'était les commentaires que j'avais à dire là-dessus. Jean-Philippe, quand tu dis « nous permet de tous nous voir ensemble », c'était pas physiquement, là, c'était tout de voir comme... Oh oui, physiquement. C'était physiquement, OK. Il y avait des séminaires, oui, puis c'est super pour la relation de groupe et tout ça.
Et nous, c'était dans le contexte du cours aussi de psychothérapie, là, on en avait besoin là, pour évaluer certaines choses ou intervenir sur certaines choses. Mais pour le groupe, c'est super, surtout un groupe qui va se maintenir sur plusieurs sessions. Là, après ça, les travaux d'équipe, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est gagnant, mais des fois, les universités ont un budget qui peut être débloqué pour ça, des fois non, et ça n'a jamais été problématique. Là, que ce soit payé ou non le kilométrage là, aux étudiants, là, on l'a toujours fait là, en payant de notre poche. Là, je me suis ramassé à Saint-Jérôme une fois pour un séminaire, puis ça ne m'a pas dérangé de m'en aller là-bas, c'est super, super agréable. Là. Donc, ça ressoude les liens. Fait que ta recommandation, oui, de la formation à distance, mais un point de contact réel dans le parcours, c'est une plus-value pour toi. Là. Oui, ça a été super. Puis je suis encore en contact là, avec des étudiants là, que j'ai connus il y a 7-8 ans. Là, ça forme des liens assez solides. Là. Super intéressant, Jean-Philippe. Marie-Ève, j'ai vu ta main levée dans le coin. Oui, bien moi, tantôt, j'ai vu passer une question. Je ne sais pas d'où elle venait exactement. Mais le fait de voir d'autres travaux de d'autres personnes, je trouverais ça intéressant, là, des fois des coups de cœur durant un cours, là, de déposer le travail de quelqu'un. Là. Je trouve que ce serait intéressant. J'aimerais ça sans se comparer, là, mais je trouverais ça intéressant. Puis, j'avais d'autres choses que je voulais dire. Oui, des bons coups, des choses à améliorer. Donc, partage des travaux. Parce que moi, contrairement à David, je travaille pas encore en enseignement. Je trouvais ça super de pouvoir faire le cours quand même, le bac en enseignement, parce que c'est mon rêve. Fait que, ça aussi, je trouvais ça intéressant d'avoir la chance de pouvoir accéder à cette formation-là, même si je ne suis pas encore dans le métier. OK. C'est bon, merci Marie-Ève. D'autres trucs recommandations que vous feriez pour ceux qui vous présentent les cours et qui vous enseignent dans une formule à distance, Constance? Je vais y aller un peu dans le même sens que Jean-Philippe. En fait, au Cégep de Matane, particulièrement dans la technique de tourisme, il y a des périodes obligatoires où on va soit à Matane ou soit il y a ce qu'on appelle un fam trip, donc un voyage de familiarisation en lien avec l'industrie touristique, soit dans la région de Québec ou de Montréal. Puis ces voyages-là permettent vraiment de rencontrer les personnes, de développer des liens. Tout ce qui est aussi activités parascolaires, moi, je trouve ça super important, autant que possible, des rendre disponibles aux étudiants de distance. Là, je vois souvent des courriels passer, des milieux passer, en fait, par rapport aux activités qui ont lieu au Cégep. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne peut pas nécessairement avoir accès. Tu sais, comment aller chercher des bourses à l'universitaire, moi, ça m'aurait intéressé, mais étant à distance, je ne peux pas nécessairement y avoir accès. Par contre, il y a d'autres choses qui sont offertes là, comme activités parascolaires. On a les Jeux du tourisme à lesquels on a été invités. Donc, ça, on peut les faire, mais il y a d'autres choses plus directement reliées au cégep qui ne sont pas disponibles. Tout ce qui est atelier puis information, on ne les a pas nécessairement. OK, bon point. Merci, Constance. Est-ce qu'il y a d'autres choses, points à améliorer que vous trouveriez pour améliorer la qualité de la formation dans votre modèle? Sinon, si ça va, oui, Stéphanie. Moi, dans le fond, j'ai une professeure dans un bloc passé que elle se connectait, supposons, elle nous donnait 1 heure là, dans la semaine où on n'avait pas de cours ou après, des fois 4 heures. Puis, elle donnait comme une petite récup, puis on pouvait y assister ou non, selon notre choix, si on avait des questions, surtout pour les cours qui se donnent sur Moodle, ou qu'on ne peut pas poser nos questions tout de suite en direct. Donc, elle faisait comme ces petites récup-là, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, surtout pour ceux qui en ont plus besoin. Je trouvais que c'était un bel ajout à la formation. Donc, une genre de classe ouverte, vous alliez, puis c'est un peu reproduction du bureau de l'enseignant peut-être, ou d'une classe ouverte en récup? Oui, exactement. C'est un plus-value pour toi. OK, excellent, c'est un bon moyen. Je vois des choses passer en clavardage. Oui, vraiment. À la bande passante. Puis c'est sûr qu'en formation à distance, surtout synchrone, à Internet, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr qu'il y a un aspect technologique derrière tout ça. C'est sûr, qu'on construit des choses par la poste, là, mais il y a un volet important par rapport à ça. Côté technologique, justement, est-ce que c'est quelque chose qui
pas qui vous intimide ou qui nuit à l'apprentissage, l'aspect technologique autour de l'apprentissage, de la formation à distance? Est-ce que vous sentez qu'il y a une problématique, soit de votre part, manque de connaissances ou manque d'encadrement de la part de l'institution? Constance? Sur le côté personnel, moi, j'arrive, tu sais, j'ai une belle facilité avec tout ce qui est informatique, etc. Donc, ça n'a pas été un problème de mon côté. Il y a aussi tout ce qui est support. Là, je t'inclus là-dedans, René, là, tous les documents et les courriels que tu nous envoies, entre autres, à chaque début de session pour être sûr qu'on est encore à jour, que tout va bien aller quand ça va être notre première connexion, etc. Ça, c'est toujours utile. Comme je dis, moi, généralement, ça va bien, mais je sais qu'il y a certains de mes collègues qui sont peut-être moins à l'aise, qui, elles, l'appréciaient plus. Non pas que je l'appréciais pas. Sinon, j'avais un autre point, puis je me suis déconcentrée moi-même, ça arrive des fois. Bien, la connaissance, en fait, des outils technologiques. C'est ça. Mais sinon, honnêtement, pour mon côté, ça allait bien. C'est sûr qu'on parlait de bande passante. On a eu beaucoup de problématiques cette année au Cégep de Matane. Ça a été une session difficile sur plusieurs points, entre autres, la charge de travail qui était très élevée, mais également aussi la bande passante qui aidait pas la situation. Là. Donc, on avait souvent des problèmes où le cours fermait en plein milieu. Puis là, nous, on reste dans le cours puis on comprend pas trop ce qui se passe. On n'a plus d'enseignants. Ça a été plus difficile, mais c'est des choses qui, avec le temps, vont s'arranger, puis on a confiance pour les prochaines sessions. C'est bon, bien, on parle de l'aspect du bruit, en fait, entre les deux communications. Il y a du bruit quand on utilise les technologies. Ça peut être le son, la bande passante, l'image. Donc, ça a un aspect dans la transmission d'informations. Ça a un impact quand même assez important, des fois, sur l'apprentissage. Donc, ça, c'est un élément important en formation à distance qu'il faut tenir compte. Moi, je voudrais parler un petit peu des activités pédagogiques que vous vivez. C'est sûr que tantôt, on parlera un petit peu de l'évaluation, un volet plus sommatif, si on veut dire, donc qui donne la diplomation au bout. Au niveau des activités d'apprentissage, est-ce que c'est varié? Est-ce que c'est intéressant? C'est toujours la même chose? Est-ce que vous avez des expériences d'apprentissage qui sont inusitées? Peut-être un peu nous témoigner de l'expérience d'apprentissage selon vos modèles. Alexandra? Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant en étant à distance, mais en présent, en direct, en fait, c'est que les enseignants ont fait pareil des exposés oraux. Donc, s'il y a des gens qui font leur exposé à distance, ils sont là, fait que moi, je les vois filmer. Puis quand c'est à mon tour, un peu comme là, j'ouvre mon micro, puis je fais pareil mon exposé. Puis dans le fond, j'ai moyen soit de partager mon écran ou le professeur le fait à ma place si j'envoie mon document à l'avance par Omnivox. Donc, en fait, j'ai vraiment juste l'impression d'être pareil, de suivre un cours très normal, très standard dans un cégep. Donc, tout se fait exactement pareil. S'il y a des exemples ou des activités à faire, des fois, on les fait tout le monde ensemble. Donc, si on a la réponse, on lève la main, on répond. Sinon, on le fait de notre côté. Après ça, on corrige ensemble. Donc, c'est pareil. OK. Il y a une version très, très dynamique là, de ton côté. Les expériences d'apprentissage sont très semblables. Est-ce qu'il y a d'autres expériences dans d'autres modèles, peut-être, par rapport à la diversité de vos activités d'apprentissage que vous avez à faire? Oui, David? Moi, si je prends l'exemple avec l'UQAR, une fois qu'on ramasse l'information sur Moodle, les activités pédagogiques sont sensiblement les mêmes. Ça tourne toujours les mêmes affaires, on télécharge des trucs, mais il y a certains professeurs qui ont quand même réussi à innover puis ils rendent ça un peu plus vivant. Puis je dis pas ça parce qu'il est là, mais M. Gendron, je sais que quand j'ai fait ses cours avec lui, il avait enregistré des capsules. Fait qu'il y avait moyen aussi d'interagir différemment avec l'enseignant. Puis il y a toujours aussi moyen que je puisse, pas juste par courriel, que je puisse échanger via Skype ou FaceTime avec un des enseignants là, durant le baccalauréat. Là. Le reste, c'est pratiquement du cas par cas selon les activités pédagogiques qui sont demandées dans les cours, les défis, notamment durant les stages. Là, comme moi, les stages en enseignement, c'était pratiquement à moi qui se donnait des défis pour avancer, dont devenir meilleur avec la technopédagogie. OK. Donc, tu dis, bon, peut-être en module, tout ça, des fois, les expériences d'apprentissage sont un peu un standard qu'on fait, puis c'est toujours la répétition, soit un texte à lire, des questions à répondre, tout ça. Donc, la variété pédagogique, peut-être, peut perdre un petit peu sa saveur par rapport à ton expérience que tu as eue pour certaines choses. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport à ça, des expériences variées, des styles d'activité un peu, des fois, ça peut être un peu inusité. Constance?
Bien, je vais encore te faire du pouce, René, dans notre cours de région du monde, donc qui est un cours avec des notions vraiment à apprendre, là, situer des villes, situer des pays, tout ça. Plutôt que de faire un examen théorique traditionnel, donc qu'on se serait à ce moment-là déplacé dans un cégep à proximité d'où on habite et fait notre examen en présence d'un surveillant. René et mon enseignante à ce moment-là avaient travaillé très fort ensemble pour créer un examen qui était vraiment diversifié, qui nous permettait vraiment de bien saisir toute l'information. Puis aussi également, avant l'examen, il y a eu une préparation qui était... on s'en rendait pas vraiment compte que ça allait être en lien avec l'examen, mais semble-t-il que ça a vraiment influencé les résultats. À chaque début de cours, on avait un genre de petit quiz. On avait dans le fond une application sur notre cellulaire, donc tout le monde prend son cellulaire, on ouvre l'application, on rentre le code avec ses Kahoot. Puis là, on avait des questions sur la matière qu'il y avait eu au dernier cours. On fait un petit résumé, on voit nos scores, on devient un peu compétitif, on veut bien performer. Puis semble-t-il que ça nous a vraiment aidé rendu à l'examen. L'enseignante nous a dit que c'était vraiment dans les meilleurs résultats qu'elle avait vus de son depuis qu'elle enseignait et qu'elle faisait un examen de ce type-là. Donc, c'est vraiment de préparer aussi avant d'arriver à l'évaluation, de préparer pour qu'on soit plus adapté à répondre, en guillemets, plus rapidement, en fait, puis également d'avoir les connaissances, puis avoir une révision quasi constante. Merci, Constance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont vécu des choses, activités pédagogiques? Oui, Jean-Philippe? Je parlais de la psychothérapie tout à l'heure. Je crois que c'est Scopia qu'on utilisait dans les cours. Le début du cours se passait tous en groupe. Là. Je pense qu'on devait être 8 ou 9. Et puis, vers le milieu du cours environ, le professeur séparait les classes 2 par 2. Donc, on faisait de la psychothérapie. Puis, il venait se joindre à nous périodiquement là, pour évaluer là, les interventions qu'on faisait. En même temps, c'était enregistré, donc il pouvait retourner voir après le cours. C'était très aidant parce que dans une classe naturelle, on n'aurait pas pu faire ça. Il aurait fallu sortir, trouver des locaux personnalisés pour faire ça. Tandis que là, tout est enregistré en plus. Fait qu'après coup, on peut revisionner, regarder un petit peu tout ce qui se passe là, en psychothérapie. Là, on regarde vraiment nos réactions, les réactions de la personne sur qui on intervient, etc. Contenu verbal, non verbal. Fait que ça, c'est super aidant. Tandis que dans une classe, ça passe très, très, très vite. On n'aurait pas pu faire ce genre de choses-là. Puis une caméra dans une classe, c'est assez difficile de bien capter les deux, l'aidant et l'aidé. Tandis que là, comme ça, comme on l'est présentement face à face, on voit vraiment toutes les réactions. Fait que ça, c'est super aidant pour ce type de choses-là. C'est pas mal la méthode là, un peu plus flyée là, que j'avais jamais vu auparavant. Le reste, c'est assez traditionnel, là, comme le disait. C'est le fun, Jean-Philippe, ce que tu dis, là, dans le fond, en utilisant la technologie, de la manière que c'est présenté, tu y avais un plus-value peut-être par rapport à la classe traditionnelle qui était un peu plus difficile à faire de l'évaluation. Dans ce cas-là, mais ça a été ça arrive des fois qu'on va trouver du plus-value par rapport à une classe traditionnelle en raison aussi de l'intégration des technologies qui peuvent parfois être à l'intérieur. Est-ce que d'autres personnes veulent parler un petit peu d'activité? Oui, Michel? Oui, si on change de question, j'ai toujours la question de Ghislaine qui est en suspens, qui a été posée à 12h38. Oui. Je ne sais pas si Ghislaine, tu veux prendre la parole en ouvrant ton micro et ta caméra. Sinon, j'en ai une autre. Alors, Ghislaine, on te donne quelques secondes si tu es là. Pas de nouvelles de Ghislaine. Oui, le micro vient d'être ouvert. OK. Allô? Oui. C'est parce que je ne sais plus, j'ai posé tellement de questions finalement un peu plus bas, mais je demandais si au niveau de l'apprentissage à distance ou de l'enseignement à distance, il y avait un choix au niveau des réseaux sociaux, si ces choix étaient automatiques et quel type de réseaux sociaux en général? Donc, très intéressant, Ghislaine, c'était la question sur ma feuille, le réseau social qui vient autour de ça. Est-ce que vous en avez un? Est-ce qu'il est formel ou informel? C'est-à-dire que est-ce que l'organisation vous dit on vous en impose un, on vous suggère deux, ou des fois, ils ne vous proposent rien, mais naturellement, il y a un aspect social qui va se créer autour par l'utilisation d'une technologie. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Oui, Constance?
Initialement, nous, ce qu'on avait fait, c'était une page sur Facebook. Donc, on se posait nos questions là-dessus, puis ça nous permettait de discuter en dehors des heures de cours sans nécessairement se connecter sur VIA, même si on avait un espace sur VIA pour le faire. Donc, on avait ça initialement. Puis, plus notre relation s'est développée, finalement, ça finit que maintenant, on a une conversation là, comme un messenger là, sur Facebook là, avec tout le monde. Tout le monde, on est 5, là, fait que c'est pas une grosse classe, là, mais donc on se parle là-dessus quasi quotidiennement. En fait, quotidiennement pendant qu'on a l'école, sinon une fois par semaine, quand on est en période de stage, par exemple, une fois par semaine, on s'écrit, on prend des petites nouvelles, on dit ce qui s'est passé, puis ça va comme ça. Puis pour ce qui est du restant de notre cohorte, donc celle qui est dans le fond, à moitié en présentiel, puis à moitié formule de téléenseignement Matane, Lac-Mégantic, ils ont également fait une page. Puis, vu qu'on n'était pas vraiment intégrés à leur groupe, je pense que c'est l'année passée qu'on a finalement été ajoutés à cette page-là. Donc, maintenant, on a notre groupe initial, qu'une fois de temps en temps, on écrit là-dedans. On a notre conversation Facebook qui est quasi constante, puis on a également la page pour le reste de la cohorte là, qui a commencé et fini en même temps. Ça, Constance, c'est vous qui l'avez créé d'emblée. Il n'y avait pas de... Hein? C'est ça, c'est entre vous autres, vous avez créé ça. Absolument, oui. OK. C'est-tu Marie-Ève qui avait une main? Oui, Marie-Ève. Moi, pour la formation professionnelle, je crois que ce serait un point positif à mener là, parce que j'avais aucun contact, j'avais pas je connaissais aucun étudiant également qui suivait la formation. Je me fiais à moi, puis à l'enseignant, puis c'est ça, ce serait vraiment un point à améliorer. Là. Donc, ce serait intéressant pour toi, vous êtes peut-être une vingtaine qui suivez le cours, d'échanger sur des questions ou des problématiques. Oui, de pouvoir s'aider. Okay. Sans toutefois toujours demander à l'enseignant. Là. Ça serait On sait que l'apprentissage par les pairs est important aussi. Ça fait que c'est un point amélioré de ton côté dans la formule qui est proposée. Jean-Philippe, réseau social? Oui, en fait, en 2010, quand on a commencé la formation, on était plusieurs là, à vouloir devenir des infirmiers praticiens spécialisés en santé mentale. Mais le ministère en a voulu autrement là, dans les premières années. Donc, on a créé des pages. Il y avait plusieurs pages. Il y en avait une qui était vraiment dévouée pour les cours, pour garder une certaine confidentialité. Puis, il y en a une autre qui était infirmière praticienne spécialisée en santé mentale en devenir. Puis au fil des années, ça s'est concrétisé. Maintenant, on est dans le programme. Le programme existe. Les premières diplômées s'en viennent. Cette page-là est en train de devenir un petit peu la prélude à l'Association des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale qui risque de se joindre aux autres associations d'infirmières praticiennes spécialisées. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé sur les réseaux sociaux en premier lieu pour les travaux, pour le social. Et puis là, c'est devenu... plus officielle, si on veut, mais c'est quand même une initiative uniquement étudiante là, à la base. OK. Ça évolue avec le temps, mais on sent, en tout cas, pour ceux qui n'en ont pas, ils aimeraient en avoir. Ceux qui en ont trouvent qu'il y a un aspect important par rapport à l'apprentissage, au partage. Je ne sais pas, Stéphanie, est-ce que ça existe de ton côté? Y a-t-il un réseau social? Dans le fond, nous autres, on a comme notre forum sur Moodle. OK, ça fait que c'est imposé par l'institution, dans le fond. Oui, exactement. C'est où qu'on peut aller pour poser nos questions pour les devoirs. Mais les autres étudiants peuvent répondre aussi. Okay. Puis le professeur aussi. Habituellement, c'est plus le professeur qui va répondre. Mais sinon, il n'y a pas vraiment autre chose, là. Si toi, il te proposait un genre de Facebook et ce serait un élément qui est plus près de toi, c'est-à-dire que, le forum, il faut rentrer dans la plateforme, mais je sais que le Facebook est plus près de nous parce qu'on a un appareil mobile, l'ordinateur consulte 5 fois par jour. Est-ce que ça serait, est-ce que toi, tu irais plus et que les étudiants participeraient plus? Oui, je crois que oui. Supposons avoir comme un Facebook avec tous les étudiants de notre groupe ensemble, puis qu'on puisse échanger librement. Oui, je crois que ça serait un point à améliorer. Puis je crois que tout le monde participerait là. OK. Merci, Stéphanie. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter sur l'aspect social? Donc, on sait que dans l'apprentissage, toujours un élément important. Nos collègues reformuler, poser des questions. Michel? J'ai M. Cloutier qui a posé une question à 13h05. Alors, si M. Cloutier veut ouvrir caméra et micro.
Oui, alors ma question est bien simple. Il y a je pense que c'est Stéphanie qui parlait qu'elle avait 2 écrans. On sait que c'est dispendieux les écrans. On sait souvent que les gens utilisent des portables plus qu'une tour. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que la deuxième écran a vraiment été significatif dans la facilité de faire de l'apprentissage à distance? Et si oui, pourquoi? Bonne question. Oui, dans le fond, on nous recommande d'avoir un deuxième écran. Donc, moi, j'ai mon portable, puis j'ai un écran, c'est comme un petit écran de télé là, que j'ai branché avec HDMI. Puis, ça m'est vraiment été utile parce que, surtout dans nos cours VIA, on va voir notre professeur avec toute notre classe, puis qu'est-ce que le professeur montre sur notre classe VIA. Puis, dans mon deuxième écran, je peux effectuer les exercices sur Word ou sur différents logiciels là, qu'on étudie. Donc, ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour moi d'avoir un deuxième écran. Merci Stéphanie. J'avais Constance qui avait... non, c'est ça Alexandre, je ne sais plus. Oui, Alexandra. Mais en fait, c'est exactement ce que Stéphanie disait. Moi, quand j'ai commencé la formation, dans le fond, ça a été un peu, comme je disais, là, vite. Là, donc, je me suis inscrite, j'avais un seul ordinateur, un seul portable. Après mon premier cours, j'ai dit à mon copain, c'est sûr, il faut que j'aille m'acheter autre chose parce que ça marche pas. Tu sais, j'ai l'écran du professeur qui est en tout petit, son tableau qui est en tout petit, puis j'essayais de faire mes choses en bas en tout petit, donc ça fonctionnait pas. C'était vraiment indispensable. Là. Comme Stéphanie, je fais mes travaux, mes exercices sur un écran, puis l'autre écran, ben, j'ai l'écran du projecteur qui est projeté et j'ai l'enseignant et tous les autres étudiants autour. C'est donc, c'est quand on le découvre, Alexandra, on l'adopte, donc on travaille avec 2 écrans. Effectivement, quand on commence avec un écran, puis là, Constance dit oui, c'est des choses qu'on recommande, puis avec le temps, on se rend compte qu'on ne peut plus s'en passer, puis là, des fois, on s'en ajouterait un troisième. Là. Moi, je vous amène sur quelque chose d'un peu délicat. Vous êtes en formation à distance. Les enseignants aiment avoir le contrôle dans la classe, voir ce qui se passe. On va parler un peu d'évaluation, de plagiat. Comment ça peut se passer quand on est à distance? On a un peu la prémisse, ben, c'est facile, là, je peux tricher, j'ai accès à tout, il n'y a personne à côté de moi. J'aimerais vous entendre là-dessus par rapport au plagiat puis la question évaluative parce que c'est certifiant. Les formations que vous suivez, ça donne un DEC, ça donne un AEP, c'est réel, la même équivalence que quelqu'un qui est en présence. Donc, Alexandra, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, en fait, moi, mes examens, je les fais chez moi. Constance a dit tantôt, il fallait qu'elle se déplace dans un cégep. Moi, c'est chez nous, dans le fond. Je me connecte à l'heure de mon cours. Ma période d'examen est de telle heure à telle heure. Mais comme les professeurs sont au courant que j'ai accès à tout, vu que j'ai des ordinateurs, j'ai accès à Internet, donc on a le droit à tout notre matériel. Les questions ont changé. Est-ce que j'ai compris des enseignants? Là, c'est pas moi qui les fais, mais au lieu d'être des questions plus de par cœur, ça va être des questions beaucoup plus de compréhension. Là, c'est sûr que je fais un bac en comptabilité, donc il y a ça reste pareil des notions, donc même si j'ai accès à mes notes, même plus tard, mais que je travaille, je vais pouvoir consulter pareil mes notes, donc c'est plus des questions de compréhension, des calculs à faire, même si j'ai la formule, il faut juste que je sois capable de l'expliquer. Donc, les enseignants se sont orientés vers autre chose dans des questions qui sont plus par cœur, mettons, des examens écrits, mais c'est sûr qu'ils ont développé d'autres types de questions. Là, c'est plus donnez-moi la définition de telle chose parce que je l'ai décrit, mais c'est plus expliquez-moi pourquoi la mondialisation, expliquez-moi pourquoi. Donc, c'est beaucoup plus dans ce style-là que les évaluations sont faites maintenant. Ça fait que toi, au niveau de la triche, tu le vois pas vraiment parce que comme ils ont changé l'approche, ben c'est... Ben, en fait, je peux pas tricher, j'ai le droit à tout mon matériel. Donc, c'est plus de la triche. Tu sais, même les étudiants en présence qui sont là ont le droit. Les enseignants le savent. Donc, on a le droit à tout. Donc, j'apporte moi-même mes notes puis je fais mon examen. Donc, mais c'est ça, les questions ont changé. Là, c'est sûr qu'ils ne me demandent plus de définition parce que je l'ai mot pour mot dans mon texte. Oui, c'est ça. Donc, ils changent. La formule a changé. OK, c'est bon. Par rapport plagiat, équité des évaluations, Constance? Je vais y aller dans le même sens qu'Alexandra. Oui, effectivement, au début de la technique, on a eu quelques examens par cœur, mais comme vraiment juste quelques. C'est vraiment généralement plus effectivement des examens à livre ouvert. Donc, on a le droit à notre matériel, on a le droit à avoir accès à Internet, on a le droit à peu près tout. C'est sûr qu'on n'a pas le droit, comme aux autres. Donc, tu as intérêt à ne pas avoir Facebook d'ouvert pendant que tu fais ton examen, là, parce que personnellement, je ne le ferais jamais parce que je me dis, t'imagines-tu avoir 0 dans un examen parce que tu avais Facebook d'ouvert, même si tu ne l'as pas utilisé, ce serait vraiment... Je suis vraiment investie dans mon éducation présentement, fait que je trouverais ça vraiment stupide
d'avoir 0 d'échouer à un examen parce que j'avais oublié de fermer Facebook. Donc, je fais vraiment attention. Si j'ai utilisé Internet, ben, je vais utiliser Google, je vais utiliser peut-être Moodle pour aller chercher des notes que j'avais peut-être pas fait imprimer, des choses comme ça. Sauf que comme c'est vraiment important d'avoir tout ce qui est réseaux sociaux de fermer. On a également eu plus récemment, comme je l'ai mentionné tantôt, l'examen super diversifié là, dans le cours de Région du monde. Cet examen-là était un examen par cœur. Donc, à ce moment-là, ce qu'on avait fait, c'est une espèce de tour d'horizon de ce qui était près de nous. Donc, il fallait qu'on tasse tout ce qui était notes. Il fallait il y avait de mes collègues qui avaient une carte là, comme décoration. Ben, il a fallu qu'elle l'enlève pour pas qu'elle puisse voir était où les pays. Donc, c'est juste une question de contrôle. Ça prend un peu plus de préparation parce que on a dû se connecter avant le début du cours pour justement faire ces vérifications-là. Mais outre ça, en général, ça va très bien parce que c'est à livre ouvert. Merci, Constance. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport au plagiat, évaluation, Jean-Philippe? Personnellement, tous les examens, les gros examens formels là, qui comptent pour un bon pourcentage, sont exigés qu'on les fasse en présence là, avec un surveillant en classe. Là, donc, ça revient au mode traditionnel. C'est sûr que ça perd un petit peu de l'avantage qu'il y a de la formation à distance, mais pour le plagiat et tout ça, là, ça règle bien les problèmes. Il y a certains quiz qui sont faits sur Moodle pour lesquels les réponses ne sont pas données avant une certaine date de tombée, date de fermeture, dans le fond, du quiz. Fait que les étudiants savent combien ils ont eu, mais ils n'ont aucune idée là, de quelle réponse était bonne, quelle réponse était mal, ce qui complique un peu le plagiat. Puis pour la justesse, dans le fond, pour l'équité, Moodle, je trouve ça super parce que les travaux qui doivent être rendus, par exemple, à lundi à 23h59 minutes 59 secondes, il n'y a pas un étudiant qui peut le remettre en retard. Là. Passer cette date-là, il ne se rend pas le travail. Fait que ça a un certain avantage là, pour ça. Moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Les travaux étant remis tous en format électronique aussi, il y a des programmes qui existent pour vérifier, voir s'il y a une partie du texte qui a été plagiée, carrément copier-coller. C'est plus dur, selon moi, que de remettre une copie papier d'un travail là, pour plagier à distance comme ça. Hey, Jean-Philippe, tu parles d'un logiciel d'anti-plagiat qui scanne un peu vos travaux, qui permet de savoir si c'est une reprise Internet ou une reprise d'un autre travail. Ouais. Je sais pas, c'est-tu Compilatio? C'est Compilatio, oui. OK, c'est Compilatio. Donc, ça rend encore plus difficile qu'un travail écrit au crayon. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport au plagiat, l'équité dans votre... Oui, David? Moi, en fait, je vais faire du pouce à mon collègue Jean-Philippe. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit à propos de Moodle. Puis, effectivement, là, puis il y a aussi, il y a une loi non écrite qui est une éthique de travail, que quand tu es étudiant et tu t'investis dans tes études, je pense qu'il y a d'autres collègues qui en ont mentionné un petit peu tantôt. Tu veux quoi, là? Tu veux tricher ou bien tu veux réussir pour vraiment apprendre des connaissances, quelque chose? Puis ça, je pense que c'est à chacun là, de se poser la question, tu sais. Tu t'investis de quelle façon dans tes études? Fait que si tu veux te prendre ça au sérieux, pourquoi tu tricherais, tu sais, la voie la plus facile? Tu veux devenir un meilleur enseignant, mais faut que tu fasses des choses, là. Moi, je pense que c'est vraiment, il y a un devoir éthique personnel qui rentre en ligne de compte, que tu sois en présentiel ou non. Tu as un rôle à jouer là-dedans personnel. Donc, l'impression, David, c'est que vous autres, il y en a qui vont diplômer, il y en a qui ont déjà diplômé. Vous n'avez pas l'impression que c'est un diplôme à rabais, le fait que vous l'avez fait dans une autre formule qu'en présence traditionnelle. Oui, puis ça dépend comment tu t'investis dans ce processus-là. Tu sais. C'est facile de dire je vais faire un bac à distance, il n'y a rien là. Mais si tu t'investis moindrement, tu te donnes des bons défis. Puis, je parle pour l'université je parle pour moi, là, mon parcours que je viens de faire avec l'UQAR, mais il y en a d'autres institutions, c'est la même chose. C'est entre les deux oreilles que ça se passe, le parcours. Puis la discipline que tu te donnes, puis tu veux vraiment tricher ou pas, tu sais. OK. Merci, David. Alexandra? Oui, mais un peu comme David disait, dans le fond, quand c'était du par cœur, pour en avoir fait des examens par cœur, c'est qu'on se le rentre dans la tête, puis qu'on l'apprend, puis qu'on le recrache sur l'examen. Puis après, on l'a presque oublié ou on s'en rappelle plus. Mais oui, j'ai mes livres, mais si je la comprends pas, la formule, si je comprends pas comment l'appliquer, si je sais pas d'où les trouver, donc c'est beaucoup plus de la compréhension, puis
c'est sûr que j'ai un temps aussi pour le faire, donc il faut que je sois capable de le faire dans le temps que l'enseignant me donne pour faire l'examen. Donc, si je sais pas, si j'ai pas fait mes travaux, si j'ai pas étudié, si je l'ai pas appris, si je l'ai pas compris, ben ça va être juste plus long, puis je finirai pas mon examen au bout de la ligne. Donc, oui, c'est plus la compréhension. Oui, j'ai mes notes, mais un peu pareil comme quand je vais travailler, un peu comme un dictionnaire, quand j'ai de la difficulté à écrire un mot, ben, je peux aller voir dans le dictionnaire si je l'ai pas appris par cœur, mais ça m'empêche pas de rien. Donc, on est plus en lien vers la compréhension de la matière. Donc, ce qu'on comprend, toi aussi, est-ce que les examens modules sont genre minutés, donc tu as un certain temps pour le faire, donc tu es mieux de connaître ta matière, justement, puis savoir où aller chercher? Ben, en fait, je suis en présentiel, donc c'est exactement comme dans mon cours, là. Si mon cours est de 8 à 10, mais je me connecte de 8 à 10, l'enseignant m'envoie par Omnivox mon examen à l'heure. Dans le fond, il l'a mis à l'heure pour, mettons, 8 heures. À 8 heures, il débloque, j'ai accès à mon examen, puis je peux faire mon examen, puis il faut que je le remette par Omnivox avant 11 heures, avant la fin du cours. OK. Est-ce qu'il est déjà 13h27? C'était appelé à terminer à 13h30. Je ne sais pas si, dans le fond, est-ce que vous avez d'autres questions? Michel, y a-t-il d'autres choses par rapport à ça? Ça a passé quand même assez vite. Je pense que tout est sous contrôle dans le clavardage. Là, j'ai envoyé un message à tout le monde si jamais j'ai échappé quelque chose, mais j'ai pas vu d'autres questions entrer. Mais sinon, c'est encore le temps si jamais quelqu'un a une question. Puis je regarde aussi les mains levées. Et puis, je ne vois pas de mains levées. Donc, de mon côté, ça a l'air beau. Bon, mais on va peut-être, je ne sais pas, Julie, oui, tu veux-tu intervenir? Ton écran vient d'arriver. Écoute, ce que je trouve très intéressant, c'est la richesse de vos témoignages, la diversité des modèles aussi dans lesquels vous êtes plongé pour acquérir de la formation, de la certification. Je trouve ça super intéressant. Ça donne un peu, des fois, on a l'impression que la formation à distance peut être difficile ou peut être irréaliste ou n'a pas la même qualité. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par vos témoignages. Il y a une adaptation à faire. Vous avez parlé aussi du réseau social, même si on est à distance, qui est important pour l'apprentissage. Des fois, c'est une lacune. Des fois, c'est des choses que vous avez créées qui existent. Il y a une compétence aussi informatique ou une autodiscipline à créer de votre part. Donc, ça peut être des choses qu'on transmet à des nouveaux étudiants qui vont arriver, mais j'ai vraiment apprécié votre partage. Vraiment, ça vient de vous. On a parlé de la semaine de la formation à distance, mais là, comme un cégep à distance ou Télé qui parlait, REFAD, en fait, c'est vraiment votre partie qui est importante. Tout ce déploiement-là est fait pour vous. Vous êtes la personne destinataire finale qui est l'apprenant à la maison. Et je vous remercie beaucoup pour votre partage, votre générosité aussi. Puis, ça conclurait notre semaine de la FAD avec ces beaux témoignages qu'on a eus de vous. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Puis, bonne continuité dans vos études, bonne persévérance. Au revoir tout le monde, merci. Bye bye tout le monde.